Bonjour et bienvenue non pas dans mon garage cette fois-ci, mais dans mon cellier où je stocke, écoutez, mes conserves, mes patates, un peu de bordel et puis surtout mon imprimante 3D. Donc non, je ne vais pas vous présenter la Creality K1C, en tout cas pas tout de suite. Je vais d'abord faire un petit bond en arrière dans le temps, jusqu'en 2018, où j'ai acheté ma première imprimante 3D, la Netta 8 qui est là. J'ai acheté cette machine en 2018 et à l'époque, les imprimantes 3D, déjà, elles étaient en kit. Ça ressemblait à ça. Et ce modèle-là était très répandu et il était pour l'époque pas mal. Mais aujourd'hui, il est tout simple. On avait un plateau sur lequel on allait faire nos pièces, une buse motorisée donc sur cet axe-là pour pouvoir poser la matière. Le plateau se déplaçait sur cet axe-ci et on avait aussi un déplacement en hauteur, un système de chauffage pour la buse pour faire fondre le plastique, un autre système de chauffage pour faire chauffer le plateau et globalement ça s'arrêtait là. Alors globalement cette machine j'en ai été très content moyennant quelques réglages de départ. Par exemple pour le plateau il fallait le régler pour qu'il soit plat déjà et aussi pour que quand la buse se déplace, le plateau soit à la même distance de la buse quelle que soit la position de la buse. Et donc pour ça, dans chaque coin du plateau, on avait une vis qui permettait de régler la hauteur du coin. C'était un petit peu fastidieux et du coup, je me suis imprimé 2-3 petites choses sympathiques, notamment ces molettes ici, qui permettaient de régler le niveau en tournant la molette directement et donc sans outil. C'était déjà mieux, mais c'était encore fastidieux, donc j'ai modifié la machine pour y ajouter un capteur détecteur de hauteur, et j'ai aussi modifié le firmware pour que celui-ci soit capable d'utiliser ce capteur afin de faire le niveau du plateau automatiquement. Donc la machine maintenant elle est capable de prendre la mesure de différents points du plateau, 9 en l'occurrence dans mon cas, et d'adapter la trajectoire du plastique pour pouvoir avoir quelque chose de plat. Ça marche, mais c'est lent. Et pour l'époque, la machine marchait pas trop mal, mais il y avait quand même pas mal de moyens de l'améliorer. En l'occurrence ici, ce ventilateur, il permet de refroidir le plastique à la sortie de la buse, et il avait une buse d'origine qui n'était pas fameuse, donc j'en ai imprimé une, qui est ici, et qui est optimisée par rapport à celle d'origine, et qui refroidit beaucoup mieux le PLA à la sortie, ce qui a considérablement amélioré la qualité des impressions. Ici aussi, d'origine, on avait juste une vis, qui permet d'appuyer dessus pour pouvoir enfiler le fil. Et très rapidement, on se fait mal au doigt. Donc, j'ai imprimé ce petit bouton qui vient se poser dessus et qui permet d'enfiler le fil dans la machine de manière beaucoup plus confortable. Le ventilateur qui est sur le côté ici, c'est la même chose. D'origine, je crois qu'il fallait le dévisser ou alors il était sur charnière. En tout cas, c'était pas pratique. Donc, j'ai imprimé un support sur lequel il y a des aimants. Et maintenant, pour l'enlever, il suffit de tirer dessus et pour le remettre, il suffit de le présenter. Et donc cette amélioration, elle est vachement bien parce que c'est ici que vient se charger le fil de plastique. Et avec cette modification, c'est beaucoup plus facile de voir ce qu'on fait. Alors le gros intérêt d'une imprimante 3D, c'est que justement les améliorations, vous les imprimez. Et donc ça vous coûte pas grand chose à part du temps et un peu de plastique. Et du coup, j'en ai fait pas mal. J'ai aussi par exemple fabriqué ces chemins de câbles, ce qui permet d'éviter que les câbles électriques traînent de partout. Donc il y en a un ici, il y en a un autre ici. Ici, vous avez un petit bout de plastique qui permet que quand le plateau se déplace comme ça, le chemin de câble reste à sa place. Et puis avant que j'installe le capteur de profondeur, il y avait évidemment un réglage à faire pour pouvoir faire le zéro de la machine. Et c'est un petit peu fastidieux, il fallait descendre la buse, passer un bout de papier entre la buse et le plateau, un petit peu comme les CNC qui n'ont pas de réglage du zéro automatique sur l'axe Z. Et donc il fallait tirer le papier pour qu'il frotte légèrement entre la buse et le plateau, régler le zéro, etc. Alors on avait quand même un capteur pour régler le zéro de l'axe Z, je ne sais plus où il était exactement, mais je l'ai déporté sur l'extérieur ici pour pouvoir rajouter cette pièce qui permet par l'intermédiaire de cette vis de régler la butée de profondeur ici pour pouvoir régler le zéro de manière à ce qu'il soit exactement comme sur le plateau. Donc ça me facilitait grandement les procédures d'initialisation. Mais ça c'était avant l'installation du capteur de profondeur. Et au fur et à mesure, j'ai continué mes améliorations. J'ai ensuite fabriqué un caisson, ce qui permet de maîtriser la température à l'intérieur de la machine. Donc, ce truc-là, c'est tout simplement fait avec une table basse lac Ikea, qui à l'époque coûtait 7 € pièce. Donc, j'en ai eu pour 14 € parce qu'il y en a deux. Il y en a une ici et une en dessous. J'ai coupé les pieds. À l'intérieur, il y a une cale qui a été fabriquée, imprimée en 3D. Ici, vous avez des supports
pour la porte. Les charnières sont imprimées aussi. Sur les côtés, vous avez des petits taquets qui permettent de positionner les plaques de plexi. Et tout ça, donc il y en a pour à peu près 20 € de matos pour pouvoir fabriquer tout ça. Il a fallu aussi que j'imprime ce boîtier qui se trouve là, qui permet de déporter l'écran et les touches de contrôle de la machine. Et tant qu'à faire, j'ai aussi apporté l'alimentation sur le boîtier. Et on a aussi une commande d'éclairage à l'intérieur pour mieux voir ce qui se passe. Alors pourquoi j'ai éclairé autant? Parce que j'ai aussi collé un Raspberry Pi à l'intérieur là-bas, dans le boîtier qui se trouve ici. Et ce truc-là, c'était un petit serveur web qui permettait, en branchant une webcam dessus, de voir ce qui se passait dans le caisson et de piloter la machine par le port USB. Donc en gros, ça permettait de la commander à distance et de surveiller ce qui se passe, parce que les impressions, des fois, ça dure des heures. Et donc ce bouton, c'est un bouton 3 positions. On a une position allumée, une position éteint et une position pilotée par le Raspberry. J'arrête la machine parce que les ventilateurs sont bruyants. Et donc cette caméra, elle me permettait aussi de faire des timelapses. Mais bon, je m'en suis pas trop servi. Et au bout d'un moment, finalement, je l'ai enlevé. Hop, transition, on passe dans le bureau où je fais le montage. Cette imprimante 3D, encore aujourd'hui, elle me satisfait très bien. Et je n'avais pas l'intention de la remplacer. Mais on m'a proposé de tester un modèle contemporain. Et j'avoue que j'étais assez curieux de voir l'écart technologique qu'il y a entre 2018 et 2024. Donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir avec moi la Creality K1C. Et au passage, on verra aussi qu'est-ce que peut apporter une imprimante 3D dans un atelier de boiseux. Donc a priori, on est sur un paquet qui est fragile, c'est écrit dessus. Néanmoins, il est très très bien protégé. Et il y a tout un mode opératoire pour le déballage. Alors c'est à l'envers pour vous, mais c'est pas grave. Donc il faut d'abord commencer par enlever ceci. Donc ça c'est du carton compressé, vous connaissez. Hein. Ça protège bien les angles. Ensuite j'enlève ça. Donc là, vous le voyez mieux. On a le capot supérieur de la machine et la dock. Donc la dock, elle arrive normalement sous plastique, mais je l'ai déjà ouvert pour pouvoir la lire. Je suis pas allé plus loin dans le déballage, par contre je la découvre avec vous. Donc il faut enlever les mousses. Les quatre coins renforcés, encore une fois, en carton compressé. On a encore de la mousse de ce côté-là. Et maintenant, il va falloir sortir la machine avec son sac. Donc attention, parce que la machine fait quand même plus de 10 kg, je crois. Au fond, bien sûr, on a encore de la mousse pour protéger. On décalote. Et donc, dans le bloc de mousse, ici, on a le câble d'alimentation, un filtre à air à charbon actif et la poignée de la porte. Donc ensuite, il faut enlever la chaîne comme ça. Et on peut enlever le bloc de mousse. Je vois qu'il y en a un autre là-dedans, je l'enlève aussi. On a encore un bloc de mousse ici qui vient protéger la tête. Donc il faut la déplacer comme ça pour pouvoir enlever la protection. Ensuite, on va finir d'enlever le plastique évidemment. Et on a encore des protections à l'intérieur, donc on va enlever les scotch. Je vais tourner pour que vous voyez mieux. Ensuite, on ouvre la porte. Hop. Et regardez, il y a encore de la mousse ici. Donc on enlève tout. Alors il faut faire attention parce qu'ici on a une nappe de fil. Ici, on va avoir un écran. D'ailleurs, il est où? Alors à l'intérieur de l'imprimante, il y avait ce truc-là. Il ne faut pas le jeter parce que dedans, il y a des accessoires. Notamment l'écran. Un support polybobine plastique. Un carton d'accessoires, on va voir ce qu'il y a dedans. Et un échantillon de PLA. Ça c'est sympa parce que ça va permettre d'utiliser la machine tout de suite. Dans le carton ici, on a plein de petits outils. Un bout de corde à piano qui va servir probablement à déboucher la buse, le cas échéant. J'espère que j'en aurai pas besoin. Une mini trousse à outils, quelques vis, de la graisse, un tube de colle collector Creality. Donc ce tube, il va servir à enduire le plateau qui se trouve à l'intérieur pour que le PLA colle bien dessus. On a aussi une spatule, un bout de caoutchouc adhésif, une paire de pinces coupantes, un tube de quelque chose, c'est écrit en japonais, et une clé USB. On va commencer par installer la poignée, et pour ça, c'est très simple, sur l'emballage, il y a la procédure. Donc c'est pas compliqué, du côté extérieur de la porte, on a la poignée, et à l'intérieur, on a cette pièce qui va se visser avec ces deux vis, et entre les vis et la pièce, on a ces petites rondelles ici. Donc la pièce, elle vient dans ce sens. Au passage, la vitre, elle est en verre.
Donc on place la poignée de l'autre côté et on passe les vis dans les trous. Pour visser, il faut utiliser une clé Allen qui est fournie. Alors d'habitude, j'utilise pas les clés fournies, j'utilise une visseuse, ce qui permet de limiter le couple et éviter de serrer trop fort. Mais là, la visseuse, elle est dans l'atelier. J'ai la flemme d'aller la chercher. Donc dans ces cas-là, toujours, hein, c'est la base. On met la première vis, on ne serre pas, ça permet d'aligner l'autre. Et quand les deux sont alignés, vous pouvez serrer. Sans forcer, ça ne sert à rien. Et voilà, au passage, on a un aimant qui maintient la porte en place. Il y en a aussi des protections qu'il faut enlever ici et là. Bon, elle a de la gueule cette petite imprimante, mais ça c'est moche. Alors on va y remédier et on va mettre l'écran ici. Donc on ouvre la porte, on enlève la petite protection bien sûr. Et là il va falloir être délicat parce que la nappe de fil est pas bien solide. Donc l'écran il se fixe ici sur le côté et la nappe elle vient là-dedans. Et délicatement je vais clipser mon fil dans la prise. Voilà, il ne faut pas forcer bien entendu. Et ensuite je fixe l'écran en place. Je pense qu'on est bien là. Donc ici on a un petit avertissement, attention, vérifiez la tension, 220 volts ou 110 volts pour ne pas foutre le feu à la cabane. Et ça se fait à l'arrière de la machine. On va en profiter pour faire connaissance avec l'arrière. Alors non, pardon, c'est pas à l'arrière, c'est sur le côté gauche de la pétoire. Ici, il va falloir faire attention. Alors c'est pas facile à voir, j'ai éclairé avec mon téléphone, mais vous le verrez pas. Là-bas, à l'intérieur, on a un interrupteur qui permet de configurer l'alimentation, soit en 230 volts, soit en 115 volts. Alors ça, c'est des techniques du siècle dernier, messieurs de chez Creality. Maintenant, les alims, elles sont automatiques. Donc là, c'est bon, on est bien réglé sur 230 volts, mais sur votre machine, vérifiez bien, parce que si c'est pas réglé comme il faut, vous allez sûrement cramer la lime et la carte mère avec. Allez, on retourne à l'arrière de la machine. Et là, vous avez donc le système d'alimentation en plastique, on y reviendra tout à l'heure. Vous avez cet accessoire qui va venir s'enfiler, alors vous n'allez peut-être pas le voir noir sur noir, je vais me tourner un petit peu, qui va venir s'enfiler ici. Donc c'est un système à baïonnette. Et c'est là qu'on viendra poser la bobine de fil. Ici, vous avez un ventilateur pour extraire l'air. Et c'est donc ici que vous allez installer le filtre à charbon actif. Directement. Donc il faudra penser à le changer de temps en temps, celui-là. Et là, en bas, vous avez la fiche d'alimentation et le bouton marche-arrêt. Donc c'est là que vous allez brancher le câble. Ensuite, on va s'occuper du capot supérieur, celui qui va là. On va devoir installer dedans cette bande de caoutchouc adhésive. Cette bande, elle va se positionner ici et j'imagine qu'elle sert à éviter à abîmer le plastique qui doit se rayer quand le chemin de câble vient frotter ici. Il faut faire attention où est-ce qu'on va mettre cette bande de caoutchouc parce qu'il y a un sens. Donc le trou qui est ici, c'est celui qui va servir à laisser passer les câbles qui sortent du chemin de câble et le tube qui sert à alimenter la machine en plastique. Donc ce truc-là, si on le met devant, il faut coller la bande de caoutchouc ici. Le trou qui est là, il va aller ici pour laisser passer le chemin de câble, comme je disais tout à l'heure. Au passage, notez qu'ici, il y a un aimant. Il n'y en a pas dans chaque coin. Il n'y en a que deux. Ici, il n'y en a pas. Ici, il y en a. Donc ça va permettre de positionner le capot facilement. Comme ça. On a un avertissement sur le capot qui nous demande de ne pas utiliser le capot quand on imprime du PLA. Par contre, pour tous les autres types de filaments du type nylon, ABS, etc., il va falloir le capot parce que ces filaments ont une température de fusion plus élevée et donc il va falloir augmenter la température à l'intérieur de la machine. C'est pour ça qu'il y a un caisson. Allez, il reste la partie satisfaisante. On enlève les dernières protections plastiques partout. Vraiment partout. Et attention, il y a encore 3 vis à enlever avant d'utiliser la machine. Elles sont indiquées par des flèches jaunes, ici, là et par là. Donc ça, c'est une sécurité pour le transport, bien entendu. Au passage, j'ai touché les vis à billes ici et je me suis mis de la graisse plein les doigts. Donc ça, c'est un point de maintenance qu'il va falloir penser, graisser de temps en temps les tiges filetées. Voilà, on est presque prêt pour la mise en route. Il reste juste un bout de plastique à enlever ici.
Voilà. Et ça, en fait, c'est une caméra. Et oui, parce que cette machine contemporaine de 2024, elle comprend toutes les améliorations que j'avais apportées à ma machine de 2018. D'abord, le caisson, il est d'origine. La mise à niveau du plateau, elle est automatique elle aussi. On a aussi une caméra, comme je vous disais ici, qui non seulement va permettre de faire des timelapses, non seulement va permettre de contrôler à distance la machine, mais en plus, d'après le constructeur, elle est capable de détecter, par exemple, des objets qui traînent sur le plateau et d'interrompre l'impression, tout du moins de ne pas la démarrer tant qu'on n'a pas fait le ménage. Elle est capable aussi, a priori, de détecter les spaghettis, c'est-à-dire le fil qui ne s'est pas posé et qui se met un peu partout, et elle va interrompre l'interruption plutôt que de continuer à imprimer pendant 1 heure et demie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a également un filtre à air donc, qui permet de purifier l'air, et ça, je ne l'avais pas sur mon caisson Ikea Hack. La buse, bien entendu, elle est améliorée par rapport à la mienne. Le système d'alimentation du filament plastique, lui aussi, est amélioré. Alors, ce qui est dommage, c'est que la bobine, elle vient se placer à l'arrière de la machine. Et donc, à chaque fois que vous voudrez changer de filament, eh ben, il va falloir retourner à la machine. Sauf que Creality a écouté ses clients. Et il vous propose gratuitement sur la clé USB un support pour bobine qui vient se placer sur le côté de la machine et non pas à l'arrière. Il vous faudra l'imprimer vous-même si vous voulez cette option. La machine propose également une détection de coupure de filament ou de fin de filament, et donc l'impression s'arrêtera s'il n'y a plus de filament. Ça, ma machine ne l'avait pas, par exemple. On va maintenant brancher et démarrer la machine, et là, Creality, vous avez fait les rats. Il y a un fil qui fait 1,10 m. 1,10 m. C'est ridicule. Je vais avoir de la peine à la brancher, cette machine, alors que la prise, elle est juste derrière l'imprimante là-bas. Voilà, avec une rallonge, c'est quand même plus pratique, parce que d'une part, je peux la brancher, d'autre part, je peux tourner la machine et vous remontrer l'arrière pour vous rappeler que l'interrupteur se trouve là. Allez, premier démarrage. Ah, ça c'est clair, c'est cool. On va commencer par mettre la machine en français. Alors l'écran répond super bien. Retirer les 3 vis A, B et C, on l'a déjà fait. Bienvenue sur l'imprimante 3D Creality. Veillez à ce que le cube bleu du diagramme ne soit pas encombré de débris et cliquez sur oui. Oui, tout est propre. Il y a une politique de confidentialité qu'il faut lire. Hein. Allez hop, c'est lu. Tac. Et maintenant, je vais connecter mon réseau. Voilà, on est connecté. Alors, on est à UTC plus 1 normalement. Alors là, il faut utiliser l'application Creality Cloud. Je vous en parlerai tout à l'heure. On va scanner le QR code ici. Hop, il en a reconnu la machine. C'est très rapide. Hein. Donc là, il y a une détection qui va prendre 15 minutes. Bon, bah, je vous reprends après. Hein. En attendant, suivant. Hop. Et là, on a un processus d'autotest. On va lancer ça et on va voir ce qui se passe. C'est parti. Alors, on commence par le chauffage des buses, ensuite le chauffage du lit chauffant, ça va prendre une dizaine de minutes, le ventilateur de la carte mère, la mise en forme de l'entrée, je cite. Ce que Creality a traduit par la mise en forme de l'entrée, c'est en fait le calibrage de la machine. Et c'est assez poussé, c'est pas seulement aller chercher l'origine X, Y et Z. Il y a plein de tests, par exemple le test de répétabilité que vous venez de voir. Donc ça consiste à se déplacer plusieurs fois au même endroit et puis de vérifier qu'il n'y ait pas d'écart. Ensuite, il y a un test de vibration, c'est ce que vous entendez en ce moment. Le plateau va vibrer de plus en plus et la machine, elle sait compenser les vibrations. Et ensuite, sur le fond du plateau, il y a une brosse qui permet de nettoyer la buse. Et donc la machine est capable d'aller mesurer la hauteur de cette brosse pour ensuite aller nettoyer la buse en la brossant justement. Pendant ce temps-là, sur le téléphone, on voit l'image de la caméra. Ensuite, il y a effectivement la recherche des origines, X, Y et Z. Il y a aussi le nivellement du plateau. On va vérifier si tous les points du plateau sont au même niveau ou pas. Et si ce n'est pas le cas, la machine va compenser. En l'occurrence, sur la Neta 8, j'avais pris 9 points. Ici, on en prend 25. 5 x 5. Donc, comme je le disais, hein, l'étalonnage, il est complet. Je me suis rendu compte que sous le plateau, il y avait encore un bout de plastique.
Bon, la machine souffle un peu, c'est normal, elle est en train de refroidir après les tests. Ici, vous avez l'écran principal de la machine. Donc, vous voyez les températures ici, ça c'est la buse. Ça s'est éteint. L'écran s'éteint au bout de 3 minutes. Donc, vous avez la température de la buse qui est en train de descendre, comme je disais, 65 degrés pour l'instant. La buse, c'est ça, c'est de là que sort le plastique. Vous avez la température du lit chauffant, le lit chauffant, c'est ça. Et vous avez la température à l'intérieur du caisson. Et ça, c'est important pour d'autres plastiques que le PLA. Ici, vous avez la commande de l'éclairage de la cabine. Et ici, vous avez les commandes de ventilation. Donc, vous pouvez les commander forcées à la main ou pas. Donc, vous avez 3 ventilateurs. Le premier ventilateur, c'est celui de la buse. Le deuxième ventilateur, c'est un ventilateur qui se trouve sur le côté ici et qui va permettre de refroidir le modèle. Et le ventilateur arrière, c'est celui qui sert à l'extraction des fumées, entre guillemets, et qui comporte le filtre à charbon. Je vais les arrêter complètement d'ailleurs. Voilà, et le ventilateur qu'on entend, c'est un quatrième qui n'est pas piloté, c'est celui de l'électronique, probablement. Donc ça c'était l'écran principal. Si je passe sur l'écran où il y a des curseurs, ici en fait ce sont les contrôles de mouvement. On a vu les ventilateurs. On voit ici l'extraction et le retrait. Donc c'est ici qu'on va régler la température de la buse et qu'on va sortir le plastique ou le rétracter, le rentrer. Donc extruder, donc sortir le fil, ça va sortir notamment quand on va alimenter la machine avec du PLA. Et rétracter, ça va servir aussi quand on va alimenter la machine, quand on veut changer de bobine, pour par exemple la remplacer par une autre d'une autre couleur. Et bien sûr, vous avez les mouvements mécaniques classiques. Donc vous avez moyen de faire votre origine sur X et Y, déplacer sur X et sur Y, c'est-à-dire gauche à droite, devant, derrière. Donc on va faire des déplacements de 30 mm pour que ça se voit un peu quand même. Voilà, et puis sur Z, donc en hauteur. C'est encore arrêté. Et ensuite sur Z, donc c'est-à-dire sur la hauteur. Ensuite, on a un menu répertoire, et là, vous avez plusieurs façons de graver. Vous avez local, c'est-à-dire ce qu'il y a dans la mémoire de la machine. Donc d'origine, on a le 3D Benchy, qui est un modèle bien connu qui permet de faire des tests pour vérifier que l'imprimante se comporte correctement. Et en dessous, vous pouvez voir le temps que ça prend. Donc ici, 16 minutes pour le Benchy, c'est beaucoup moins que mon imprimante Aneta 8, mais ça c'est un petit peu normal. Et ça va consommer 3,80 m de filament. Ici, vous avez un autre truc de test. Et ici, vous pouvez voir le support latéral pour la bobine de fil. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, si vous voulez que la bobine de fil ne soit pas stockée derrière la machine, mais plutôt sur le côté. Vous avez un onglet lecteur USB qui est vide ici. En fait, vous pouvez brancher la clé USB qui est fournie, ou n'importe laquelle autre d'ailleurs, dans cette prise ici, pour pouvoir importer directement les modèles à imprimer. Et vous avez ici un historique qui va vous permettre de répéter très facilement des impressions que vous avez déjà faites. Ce qu'on ne voit pas ici, parce qu'ici on parle de répertoire, donc on parle de fichiers, on peut imprimer directement depuis Creality Print, qui est le slicer de Creality. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Et on peut aussi imprimer depuis Creality Cloud, l'application qui s'installe sur smartphone. On a un menu paramètres ici, donc on peut régler la luminosité de l'écran. Ici, on voit au bout de combien de temps l'écran s'éteint, donc je vais passer à 5 minutes. La langue, donc français. La vérification automatique, on l'a faite tout à l'heure. Les infos du compte-route, alors ça je vous conseille de ne pas toucher, surtout si vous regardez cette vidéo parce que vous êtes un néophyte de l'impression 3D. Ça, c'est le meilleur moyen de faire des bêtises, donc vous ne touchez pas. Le rappel de mise à jour, c'est bien pratique, la machine est connectée, donc elle peut aller chercher ses mises à jour toute seule et les faire toute seule. Et puis on retrouve donc les paramètres du fuseau horaire, très bien. La liaison au Creality Cloud, ça c'est ce qu'on a fait au démarrage tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on se connecte là-dessus, on a le QR code qui permet de relier la machine. Exporter le journal, ça sert à sortir les journaux de la machine pour pouvoir les envoyer par exemple à Creality dans le cas d'un SAV. Vous avez la version ici, et ici vous pouvez mettre à jour le firmware si c'est nécessaire. Là c'est pas la peine. Vous pouvez réinitialiser la machine aux valeurs d'usine. Et ici vous avez un mode expert dans lequel vous avez des fonctions complémentaires que normalement vous n'aurez pas à toucher, donc je ne vais pas vous montrer. Et puis la page à propos qui va vous montrer le nom de la machine, les versions de firmware, etc. etc.
Et là, on peut voir d'ailleurs que la machine a 8 Go de mémoire. Cette mémoire, elle va servir à stocker les modèles directement dans la machine, mais aussi à stocker les vidéos que la caméra peut filmer. On a ici un petit bonhomme pour vous montrer la FAQ. Donc là, c'est très pratique. FAQ et manuel. Vous avez un QR code pour les lire directement. Je vous propose maintenant de vous montrer comment on alimente la machine avec le plastique. Et au passage, je ne vous ai pas montré, mais on peut aussi commander l'éclairage ici. Donc on va faire des petites économies. Alors je vais utiliser le PLA qui est fourni avec la machine. Donc pour le coup, c'est de l'hyper PLA blanc. On a 200 grammes de matière et vous voyez ici, vous ne voyez pas parce que c'est peut-être trop petit, vous avez la température de la buse nominale entre 190 et 220 degrés et la température du lit, c'est-à-dire là où va s'imprimer les objets, entre 25 et 60 degrés. Et la vitesse d'impression entre 40 et 600 mm par seconde. Donc on va tester ça tout de suite. Bon déjà, puisqu'on va imprimer du PLA, il faut retirer le capot supérieur. Et au niveau de la buse ici, je zoome et je vous montre. Ici, là, vous avez un levier de verrouillage pour le fil, donc il faut le passer à droite pour débrayer l'entraînement du fil. Ensuite, on va prendre le début de la bobine qui était abîmé puisqu'il était fixé dans les deux trous là. On va le couper et idéalement, il faut couper le fil en biseau. Et on l'enfile dans le tube jusqu'à ce qu'il bloque. Donc une fois que c'est fait, le fil il est arrivé par là, il se trouve dans la buse, mais il n'est pas encore entraîné. Il faut d'abord embrayer l'entraînement. Pour pouvoir mettre en place le fil complètement, je vais demander à ce que la température de la buse soit à 220 degrés. Voilà. Donc on voit ici qu'on a une température de consigne à 220 et qu'on est à 50 et que ça monte. Et ça monte sacrément vite. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que je veux que le fil fonde pour qu'il soit prêt à passer dans la buse. Ensuite, je vais dans les contrôles ici, dans les mouvements, et je vais baisser le Z pour que vous voyez mieux. Alors il faut l'initialiser d'abord, parce que j'avais coupé la machine. Et curieusement, quand j'ai fait l'init, je vois que la température de consigne, elle est repassée à 140 degrés là-bas. Et maintenant, elle repasse à 220. Ok, pourquoi pas. Donc, je peux descendre mon Z maintenant. Je vais descendre un petit peu. Pour que vous voyez mieux. On a vu que la température est montée, elle est redescendue à 140, puis maintenant elle remonte. Elle est déjà à 221 degrés. Ça me change, hein. Franchement, ça va très très vite là. Donc, je retourne dans les mouvements ici, extrusion. Et je vais demander à extruder le fil. Donc, la buse a chauffé. L'extrusion se fait. Là, on voit le fil qui sort. Et c'est terminé, d'accord. Donc l'extrusion, elle est automatique. Ça aussi, je ne l'avais pas. Et on va aller dans les fichiers locaux et on va tenter l'impression du petit bateau ici. Je vais tenter le timelapse. Donc, normalement, dans les paramètres ici, je ne vous ai pas tout montré. Caméra, paramètres de la caméra. J'ai activé la photographie timelapse. Et tant que j'y suis, vous avez donc la liste des vidéos ici, donc il n'y en a pas encore. Et la fonction IA, vous pouvez activer ou désactiver chacune des fonctions. Donc, pour l'instant, j'active rien, je verrai ça avec le temps. Donc je retourne ici et je démarre l'impression du bateau. Donc on voit les paramètres. Paramètres de chauffe de la buse, 45 degrés. Chauffe du PLA, 220. Le temps, comme je vous disais tout à l'heure. Est-ce qu'on fait le calibrage avant, oui ou non? Donc là on vient de le faire, c'est pas la peine de le refaire, mais je vais le laisser quand même. Et on imprime directement comme ça. Là on voit que la caméra est active, le Wi-Fi aussi. On voit les paramètres de chauffe. On peut mettre en pause l'impression ou l'arrêter. Et ici en bas, on voit l'avancement. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais il y a un petit bout de fil qui pend là-bas. C'est pas du tout un problème parce que la machine va nettoyer la buse avant de commencer l'impression. Pareil, là je ne sais pas si vous voyez bien, mais le ventilateur il tourne à plein régime parce qu'on est à 158 degrés et la consigne est à 130 là. Donc évidemment, le temps de montée en température ou de descente en température et l'initialisation de la machine, ça ne compte pas dans le temps calculé des 16 minutes pour faire le bateau.
C'est vraiment un test à blanc, j'ai rien fait, j'ai pas mis de colle sur le lit ici. On va voir comment la machine se comporte à sec, toute neuve. Donc la buse va se nettoyer, mais avant, on attend qu'elle soit à température. Voilà, on y est. Alors, je comprends pas pourquoi la consigne c'est parfois 220, parfois 130. C'est pas moi qui ai codé le truc, il y a certainement une raison. Purée, la vitesse est impressionnante. Ah ben je comprends pourquoi ça met qu'un quart d'heure. Hein. Quand je vois comment la machine fait bouger le bureau, je comprends pourquoi il y a un système anti-secousse qui vient compenser les vibrations. Voilà, vache. C'est impressionnant. Impressionnant. J'en ai imprimé des Benchy comme ça avec la Net A8. Hein. J'ai jamais eu un résultat aussi joli, ni aussi rapide bien sûr. C'est incroyable. Alors l'intérêt de ce bateau, c'est qu'il y a plein de petits tests en fait. Vous voyez, quand on imprime l'arche ici par exemple, eh ben, on appuie sur rien. Et mine de rien, c'est assez impressionnant de voir que l'imprimante a réussi à imprimer sans que le plastique n'aille partout. Le pire, c'est devant là. Vous voyez? Ici, c'est la même chose. On a imprimé les deux côtés, et puis quand on est arrivé ici, la machine a fait un pont, et ça s'est bien passé. Même chose quand elle a commencé à imprimer le toit ici, elle a imprimé sur rien. Et la surface, vue de dessous, de ce que je vois, je ne sais pas si vous pouvez voir vous, hop, ça va pas être évident, elle est nickel. Pareil ici. Vous voyez, ici on imprime sur rien, et à chaque fois on avance, on avance, on avance. Les petits passages pour l'encre, pareil. Non, franchement, c'est une réussite. Hein. Dessous, c'est gravé ct3d.xyz. Et il y a un tout petit défaut là, dans le coin, et c'est tout. C'est très fort. Franchement, c'est très fort. Alors, c'est pas parfait, il y a un tout petit défaut là, mais c'est pareil, c'est pas facile à voir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des photos pour vous montrer les détails en vidéo, et je vais vous les commenter. Au passage, je vous laisse admirer le timelapse qu'a fait automatiquement la machine. Je suis désolé, j'ai oublié de filmer le détachement de la figurine là. C'est très simple en fait, vous enlevez la plaque ici, vous la tordez un petit peu comme ça, et elle se détache toute seule. Donc cette plaque, elle est un petit peu particulière. Elle a un peigne ici qui permet à la buse de se nettoyer. Alors ça, c'est un sacré avantage. Par contre, ça vous empêche d'acheter des plaques génériques. Il va vous falloir acheter des plaques chez Creality. Bon, c'est pas vraiment un problème. Et cette plaque, c'est la plaque A. Il existe une plaque B qui est structurée ici, alvéolée. Ça permet d'avoir une structure sur la première couche. Et il est écrit ici, s'il vous plaît, appliquez de la colle avant d'imprimer. J'en ai pas mis et ça s'est très bien passé. Et je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, mais la machine elle a commencé à passer ici sur le côté, à déposer un petit bout de filament, histoire d'enlever l'éventuel fil qui pend, même si elle s'est nettoyée ici, avant d'imprimer le bateau. Et donc ici, vous avez deux encoches. Ces deux encoches, elles vont aller sur les vis qui sont là-bas au fond. Et la plaque, bien sûr, est aimantée. On l'enfile, elle se met en position toute seule. Et voilà. Étant donné que la machine est connectée au Wi-Fi, elle est informée quand il y a une nouvelle version de firmware et elle va vous le proposer et l'installer automatiquement. Enfin, quand je dis automatiquement, elle va vous demander de le faire. Donc ici, on est en version 1.3.3.36. Il existe une version 1.3.3.46 qui fait 130 mégas quand même. Donc on va la télécharger. Le temps de téléchargement va dépendre de votre connexion, bien entendu. Dans mon cas, ça prend quelques dizaines de secondes. Et dès que c'est téléchargé, l'installation se fait automatiquement. Et quand c'est fini, la machine redémarre.
Donc après la mise à jour, il faut recalibrer afin de commencer la tâche d'impression. Ça, je le ferai plus tard. Et donc si on va ici et qu'on regarde la page à propos, on voit ici la nouvelle version du firmware. Ah, et puis tiens, de la même manière que l'imprimante 3D est connectée à Internet, bien évidemment Creality Print est connecté aussi. Et vous pouvez voir ici qu'il y a une mise à jour disponible pour un package de paramètres. Donc en cliquant ici, je me rends compte que ce qui est à mettre à jour, c'est le K1C04 Nozzle. Donc littéralement, c'est la buse standard qui est livrée de série avec la machine. Donc actuellement, on est en version 2.5.0 et la nouvelle version, c'est la 2.6.0. Et en passant ma souris sur le point d'interrogation ici, je me rends compte qu'il y a un nouveau filament qui a été ajouté aux paramètres, qui est l'hyper-PETG. Donc je mets à jour en cliquant sur le bouton, et voilà, c'est rapide et c'est facile à faire. Alors non seulement Creality a créé une machine qui ne va pas me faire regretter mon Nanette A8, ça c'est certain, mais en plus ils m'ont fourni de quoi éliminer le problème que j'ai avec le PLA. Je vous explique ça. Le PLA, c'est un super produit qui est tout à fait adapté pour l'impression 3D, c'est normal, il est conçu pour ça, mais il a un problème quand même, c'est l'humidité. Il n'aime pas ça. Quand il est humide, il devient cassant. Et dans mon cellier, qui est une pièce pas chauffée, c'est un problème. Ici, j'ai un bout de PLA qui est issu de cette bobine. Cette bobine, elle est restée à l'air libre ici, bien sûr. Le fil était censé passer à l'intérieur du caisson et se retrouver dans la buse. Ben, il est là, par terre, dans la machine, à côté de moi. Pourquoi? Ben, parce qu'il a cassé, tout simplement. Vous voyez, il casse facilement. Et ça, ben, c'est qu'il est trop humide, donc il faut remédier à ça. Pour remédier à ça, c'est très simple. Le PLA, je le stocke dans des plastiques qui sont scellés. Vous voyez ce que je veux dire? Les trucs faits pour la congélation. Avec un minimum d'oxygène, donc il n'y a pas beaucoup d'air là-dedans. Et dans le plastique, je mets des dessicants, vous savez, les trucs qui absorbent l'humidité. Et avec ça, j'ai aucun problème de conservation. Par contre, c'est assez contraignant, parce qu'il faut que j'ouvre le sac, que je sorte la bobine, que je fasse gaffe à ce que le dessicant s'en aille pas, etc. Et surtout, ce que je fais jamais, c'est que quand j'ai fini d'imprimer, eh ben, il faudrait que je retire la bobine et que je la remette dans le sac plastique. Et ça, je le fais pas parce que ça me saoule. Il faut que j'aille sur l'imprimante là-bas, que je coupe le fil, que je le sorte, etc., que je défasse la bobine de son présentoir, que je la mette dans le plastique, et qu'ensuite, je range le plastique dans le carton. Mais comme je suis une feignasse, j'ai du mal à me contraindre à le faire, et du coup, je ne le fais pas. Heureusement, Creality a pensé à ceux qui impriment dans leur garage, et ils ont sorti ceci. C'est un dérouleur à filament chauffant qui permet de monitorer l'humidité en temps réel et de la réguler. Donc, on a là-dedans un fil électrique, bien sûr c'est électrique, toujours bien protégé par de la mousse. On a aussi un petit tube en téflon qui va avec. Et donc vous avez compris, vous avez à l'intérieur, vous allez placer la bobine. Donc pour ça, j'ai ramené ma bobine de noir là qui a pris l'humidité. Et au passage, regardez, ici, j'ai imprimé un petit support pour stocker le fil sans qu'il s'en mêle. Évidemment, c'est imprimé en 3D. C'est génial ce qu'on peut faire avec les impressions 3D. Et donc ce fil, je vais le placer dans la machine. Je vais le passer par le trou qui se trouve ici. Alors, ça sera peut-être plus pratique si je passe le fil avant de mettre la bobine. Voilà. Et ça, vous allez le raccorder directement à l'imprimante 3D. Donc moi, je ne vais pas me fatiguer à imprimer le support sur le côté. Je vais mettre ça sur le côté de la machine. Mais bon, pour l'instant, je ne vais pas encore utiliser le plastique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir la bobine pour pouvoir refixer le bout sur le bord. Donc je remets ma petite pièce en plastique là. Tac. Et je cale mon fil là-dedans. Et je remets ça là. Voilà. Et dans ce cas-là, on bouche le trou là. Encore une fois, on a un fil trop court, hein, merci Creality. C'est pas le plus important, mais quand même, évitez de faire des économies de bout de chandelle comme ça fait râler quoi. Donc la machine se branche à l'arrière, et encore une fois, le bouton marche-arrêt est à l'arrière lui aussi. Allez, je l'allume et je vous montre. Alors sur l'avant, on a un écran tactile.
qui est beaucoup moins vif que celui de l'imprimante. D'ailleurs, quand on appuie dessus, ça se déforme comme sur les vieux écrans à cristaux liquides. Là, vous pouvez voir la température de la pièce et le taux d'humidité, 66%. C'est beaucoup. La température de consigne à laquelle on veut assécher le filament, le type de filament, donc là, c'est pas du PLA, on va changer ça, et le temps de séchage. Donc, on va aller dans les paramètres, matériel, on va changer jusqu'à ce qu'on trouve PLA. Hop, il est là. Ensuite, on peut régler ici le temps de séchage. Alors pour le PLA, il préconise 50 degrés pendant 4 à 8 heures. Je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais vous montrer aussi qu'on peut changer la température, passer de degrés Fahrenheit à degrés Celsius et vice-versa. Et on peut aussi modifier la température de consigne, bien évidemment. Pour le temps ici, c'est en heures. On peut faire entre 48 heures et 1 heure. Voilà. Et voilà, l'arrêt sera automatique. Bon là, je vais l'arrêter parce qu'il est presque minuit et je vais me coucher. Je finirai demain. Bonne nuit à tout à l'heure. Franchement, le côté tactile là de l'écran, il n'est pas terrible. Bon, vous allez me dire, Yannick, t'es bien gentil avec ton imprimante 3D, mais à quoi ça va nous servir? Eh bien, en fait, dans l'atelier, ça va servir à plein de choses. Par exemple, j'ai imprimé ça. Ça, c'est un gabarit qui va permettre d'usiner des coins dans des planches. Je prends un exemple. En imaginant que ceci, c'est un bout de bois, vous allez utiliser ce gabarit. Ces deux cales ici vont venir se caler comme ceci de chaque côté de la planche. Et avec votre défonceuse, vous allez venir usiner la partie ici en vous appuyant sur l'arrondi. Donc vous allez faire un arrondi ici. Cette pièce, je ne l'ai pas conçue, je suis allé la chercher directement sur un site. Elle est prévue pour être fixée avec des vis ici, ce qui n'est pas idéal parce que vous allez faire des trous dans le bois, mais aussi avec des serre-joints ici, le genre de serre-joint fin, là, vous voyez, qui vient s'enfiler là, et vous allez le bloquer sur votre pièce. Donc ça, c'est hyper pratique. Pour imprimer cette pièce, cette fois-ci, j'ai utilisé le logiciel Creality Print qui s'installe sur ordinateur. J'ai importé mon modèle qui est un fichier STL, donc c'est celui-là. Voilà. Ensuite, avec cette fonction, la bottom, j'ai sélectionné la face que je voulais contre le plateau. Voilà. J'ai touché à aucun paramètre. J'ai lancé la fonction SlicePlate pour pouvoir calculer le programme qui va être envoyé à l'imprimante. Et ici, vous pouvez voir comment va être fabriquée la pièce depuis la première couche jusqu'à la dernière. Donc vous pouvez voir ici, par exemple, le passage pour les serre-joints jusqu'au bout. Et une fois que c'est fait, étant donné que ma machine est connectée, si je vais sur Device ici, je vois ma machine ici, et en cliquant sur les détails, je peux voir le contenu de la machine, je peux la piloter à distance, et au passage, c'est ici que je vais récupérer les timelapses de mes vidéos. Donc ici, je retrouve les fichiers qui sont dans sa mémoire, les courbes de température ici, je peux donner les consignes, donc ça c'est très pratique. Et donc pour pouvoir lancer l'impression, j'ai simplement cliqué là-dessus. Et je vous laisse admirer le timelapse. Ensuite, j'ai fabriqué ceci. Alors, ces petits machins-là, ce sont des petites pyramides empilables. Mais le but, c'est pas de les empiler. Le but, c'est de les poser sur une surface, comme ici, par exemple. Et ensuite, quand vous aurez une pièce de bois ou autre, d'ailleurs, que vous voudrez peindre ou vernir, vous allez peindre votre surface directement ici. Et ensuite, vous allez la retourner, la poser sur ces plots pour pouvoir continuer à peindre ou vernir de l'autre côté. Et c'est très pratique, ça permet de gagner du temps. Vous pouvez fixer les plots directement sur un plan de travail. Il y a des emplacements pour les vis ici, c'est fait pour. Et ce qui est très pratique avec cette imprimante, c'est que si je veux d'autres plots pour imprimer d'autres pièces ou pour avoir plus de support avec une grande pièce, il me suffit d'aller dans le menu répertoire ici. Et étant donné que j'ai déjà imprimé la pièce, elle se trouve ici, j'en ai 4, elle se trouve dans la mémoire de la machine. Donc je peux tout simplement resélectionner la pièce pour pouvoir la réimprimer de nouveau, avec les mêmes paramètres que la première fois. Et puisqu'on parle d'historique, dans le menu historique ici,
On voit ici les impressions, on peut voir quelle pièce j'ai imprimée, quand et combien de temps ça a pris. Donc si vous avez un doute sur le fait que vous avez le temps ou pas d'imprimer quelque chose que vous avez déjà fait, vous pouvez passer par là. Et voici encore un exemple comme quoi une imprimante 3D c'est très utile dans un atelier de boiseux. Ça c'est une semelle que j'ai imprimée pour mon affleureuse Makita, donc la petite bleue. Ici vous voyez l'emplacement pour la fraise, les trous pour les vis pour fixer la fleureuse. La fleureuse va se mettre ici. Et ici vous avez 3 emplacements pour visser une poignée qui va venir ici. L'intérêt, ça va être d'utiliser la fleureuse de manière bien plus stable. Vous allez mettre la fleureuse ici, et quand vous allez vouloir, par exemple, faire ce joli quart de rond sur ce joli bureau, eh bien, vous allez vous mettre comme ceci, avec la fleureuse là, votre fraise à roulement en appui ici, et vous allez maintenir la fleureuse avec la poignée et le corps ici directement, et vous serez beaucoup plus stable que si vous étiez en appui uniquement sur la moitié de la semelle ici, vous voyez. Ça, c'est plus que du confort, ça permet de faire un travail de précision. Et ça coûte que quelques centimes. Donc, par contre, cette fois-ci, je suis désolé, j'ai pas de timelapse à vous montrer. Je pense que c'est parce que j'ai éteint la machine trop rapidement et qu'elle n'a pas eu le temps de monter toutes les photos qu'elle avait prises. Creality fournit aussi une clé USB, donc on va voir ce qu'il y a dedans. Donc, je vais l'enfiler là. L'écran nous montre que la carte est lue. Et donc, si on va dans le menu répertoire ici, lecteur USB, alors on retrouve les 2 modèles de test et les 2 pièces de support de filament qui sont déjà en mémoire. Et on retrouve aussi le capot de filtre à air de la K1C et le capot du ventilateur latéral. Si on connecte la clé à un ordinateur, on en voit un peu plus. D'abord, on retrouve à la racine de la clé des fichiers G-code. Et le G-code, c'est le langage machine que l'imprimante 3D va comprendre. Ce sont les instructions dont elle a besoin pour imprimer les objets. Et on retrouve aussi ce fichier compressé, et ce fichier compressé, il contient ce répertoire-là. On a là-dedans le manuel de l'imprimante en plusieurs langues et en PDF. On a aussi le logiciel de slicing. Le slicer, dans ce cas-là, c'est Creality Print, le logiciel propriétaire de Creality. Ce logiciel, il est capable de transformer un fichier 3D en fichier G-code, justement, pour que l'imprimante puisse l'interpréter. On a aussi une vidéo qui va vous donner les instructions de base pour mettre en route la machine. Mais ça, vous n'en avez pas besoin parce que vous êtes en train de regarder une vidéo qui est beaucoup plus détaillée. Et vous avez les modèles 3D. Donc par exemple, le Benchy au format STL. Le STL, c'est un format de fichier qui est universel et qui permet d'envoyer un fichier à n'importe quel logiciel 3D. Donc c'est quelque chose de basique. Et donc Creality Print, justement, il va prendre ce fichier STL et en fonction des paramètres qu'on a réglés dans Creality Print donc va générer un fichier G-code comme ici. Voilà en gros ce que je pouvais vous dire sur cette imprimante. Je vous propose maintenant de passer au bilan et on va faire ça dans le garage parce qu'il m'a manqué mon garage, c'est un endroit où j'aime bien être. L'imprimante K1C est une machine parfaitement adaptée pour les débutants. Si on utilise le logiciel Creality Print avec ses réglages par défaut avec cette machine, on a déjà un écosystème cohérent, simple d'emploi, intuitif et efficace. Et c'est pareil avec l'application Creality Cloud sur smartphone. On peut très rapidement passer d'un fichier 3D récupéré sur le net ou conçu maison à une impression 3D bien concrète. En plus, tous les réglages sont automatiques. Mais cette machine est capable de bien plus parce qu'elle est capable d'utiliser aussi des filaments complexes comme les filaments chargés en fibre de carbone ou les filaments souples par exemple. Et Creality Print permet tous les réglages pour pouvoir affiner les impressions aux petits oignons. Concernant l'écart entre une machine d'il y a 6 ans et cette machine contemporaine, l'écart est flagrant, même si j'ai upgradé ma vieille bécane en y apportant beaucoup de modifications et de fonctionnalités. Toutes ces modifications, toutes ces fonctionnalités, elles sont déjà incluses dans la Creality. Et il y a même un peu plus. Pour tout vous dire, j'aurais pas changé d'imprimante si Geekbuying ne m'avait pas proposé de tester une imprimante moderne, parce que mon Nanette A8, elle fait ce qu'on lui demande, elle imprime. Mais je suis finalement bien content d'avoir cette Creality. Tout va plus vite avec cette machine, la montée en température comme l'impression. En plus, la machine est plus silencieuse. Il y a même un mode que je ne vous ai pas montré où on peut imprimer plus silencieusement au détriment probablement de la vitesse. Je n'ai pas testé cette fonction parce qu'en mode normal, l'imprimante, elle fait déjà peu de bruit.
et elle sera dans une pièce fermée. Et malgré sa grande vitesse, la qualité d'impression de la Creality, elle est meilleure qu'avec la Net. Et le triptyque logiciel Creality Print associé à la machine Creality K1C avec son écran très confortable, ça fait un ensemble connecté, ergonomique et très efficace. Je me répète là, mais ça a tout changé pour moi. Au-delà du fait que la machine est livrée montée, toutes ces différences au niveau de l'interface entre vous et l'imprimante, elles mettent l'impression 3D à la portée de tout le monde, même à ceux pour qui la technique n'est pas leur fort. D'ailleurs, étant donné que Creality Print et l'imprimante sont connectés entre eux, vous n'avez même pas besoin de stocker le code sur la clé USB pour ensuite le transférer sur l'imprimante. C'est ce que je faisais avec la Net A8 et Cura, un autre logiciel de création de code machine pour imprimante 3D, similaire à Creality Print. Avec cette nouvelle imprimante, vous lancez l'impression directement depuis Creality Print. Le transfert de programme est complètement transparent pour vous, vous n'avez rien à faire. Le programme, il est stocké directement sur l'imprimante, puis il est exécuté. Donc même s'il y a une coupure de réseau pendant l'impression, ça n'a pas d'impact parce que ce n'est pas Creality Print qui commande la machine. Le programme, il est exécuté directement par l'imprimante. Donc vous n'avez pas à vous soucier de cette partie-là de la technique non plus. Vous voulez imprimer, vous le faites en cliquant sur un bouton et basta. Et ça, c'est top. Alors on me demande parfois à quoi peut bien servir une imprimante 3D, avec bien souvent des sous-entendus comme quoi c'est un délire de geek. Et à mon avis, une imprimante 3D, ça peut servir à plein de choses. Personnellement, j'imprime que très peu de figurines, par exemple. Je m'en sers surtout pour fabriquer des outils, des gabarits ou des pièces que je ne pourrais pas fabriquer autrement. Mon Nanette A8 a permis de prolonger la durée de vie d'un four, par exemple, dont un bouton s'est cassé, d'une machine à laver dont la charnière en plastique a lâché, et puis plein d'autres choses. La Creality K1C va suivre le même chemin que sa grande sœur, comme vous l'avez vu dans cette vidéo. Si j'ai besoin d'un gabarit, d'un outil particulier ou de quoi que ce soit, je peux le créer sans problème grâce à cette imprimante. C'est vraiment satisfaisant. La seule limite, c'est votre imagination en fait. Alors, je n'ai pas encore testé les fonctionnalités avancées qu'apporte l'IA couplée à la caméra de la machine. La caméra intégrée à l'IA peut surveiller a priori l'impression pour vous et vous alerter activement en cas d'erreur en mettant l'impression en pause. Si vous avez l'impression qu'il se passe mal et que ça met du plastique partout, la machine va s'arrêter si elle le détecte. Si elle détecte quelque chose qui traîne sur le plateau aussi. Voilà, donc il y a plein de choses sympas. Bien entendu, comme toutes les machines, cette imprimante n'est pas parfaite. Je lui ai trouvé quelques défauts, à commencer par son alimentation. Le fil d'alimentation, il est trop court. Et l'alimentation a un interrupteur mécanique pour sélectionner la tension de fonctionnement, un petit peu comme les alimentations des années 90. Et même si c'est un interrupteur qu'on manipule probablement qu'une fois dans la vie de la machine, c'est dommage et c'est quelque chose qui ne correspond pas à cette imprimante qui se veut très aboutie et accessible au grand public. Je vais donc le remonter à la marque, c'est quelque chose qui peut se corriger facilement et peut-être qu'ils le feront sur les prochaines versions de machine. Un autre petit défaut, c'est dommage que le capot supérieur soit amovible et pas sur charnière, comme par exemple un capot de voiture, parce que perso, moi j'imprime principalement du PLA, et donc la plupart du temps, ce capot, il doit être retiré. Mais j'ai pas d'endroit spécifique où le ranger, donc la plupart du temps, il va traîner quelque part. Et je me connais, c'est sûr. Donc ça, c'est dommage. J'aurais bien une proposition à faire à Creality, étant donné que le capot, il est équipé d'aimants. Il suffirait de mettre deux petits bouts de métal bien placés sur une des parois de la machine, par exemple, pour ranger le capot sur le côté de la machine quand il faut travailler décapoté. Ça aussi, encore une fois, c'est facile à améliorer et je vais leur faire un retour. Encore un défaut, et encore une fois mineur, mais là cette fois-ci c'est dommage, la machine est presque complète. Il lui manque juste la deuxième plaque pour le lit chauffant. Et je classe ça comme un défaut parce que la plaque qui est nommée A, celle qui est fournie, elle est optimisée pour imprimer du PLA, tandis que la plaque B, elle est optimisée pour imprimer du filament chargé en carbone. Et la principale différence entre les imprimantes K1 et K1C, donc celle-ci, la K1C, c'est le C pour carbone justement. Donc cette machine, elle est conçue pour utiliser les filaments carbone. Elle a la buse et la tête de buse conçues pour ça. Le filtre à air a aussi été ajouté dans ce but, mais la plaque d'impression B, qui est dédiée au filament carbone, elle est en option même sur cette machine. Et ça, c'est con, je trouve. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du bilan. Cette machine, globalement, je la recommande à tout le monde, que ce soit des néophytes comme des gens confirmés. La machine est performante et elle est facile d'accès. Merci de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette machine. Merci de me dire aussi ce que vous avez pensé de ce test, tant qu'à faire. N'hésitez pas, si vous avez des questions, profitez-en. Une chose que je dis rarement, mais je vous le demande cette fois-ci, pensez à vous abonner, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés. C'est rien à faire, c'est un clic en dessous là, ça ne vous coûte rien, c'est gratuit. Et moi, ça me fait plaisir, ça me permet de mettre en avant la chaîne et ça me permet de vous faire d'autres tests comme celui-ci. Donc tout le monde y gagne. Et si vous aimez le test de matériel, je vous mets une playlist ici où je teste pas mal de matos. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à bientôt dans le garage. Bisous!